Le vieux fusil semblait dépareillé face à la technologie rutilante du stand de tir le plus exclusif d'Amérique. Naomi Harris aussi, peau foncée, cheveux argentés, vêtue de vêtements simples qui contrastaient fortement avec l'équipement tactique qui l'entourait, dont certains valaient des milliers de dollars. Colt Reading la regarda entrer avec un mépris à peine dissimulé, poussant du coude ses associés tandis que des murmures commençaient à se propager dans la pièce. Une cible parfaite. Une blague parfaite. Lorsqu'on lui remit l'arme sabotée et que les caméras se levèrent pour immortaliser son échec anticipé, personne ne remarqua la précision de ses mains, ni la façon dont ses yeux évaluaient chaque détail avec un calcul silencieux. Ce qu'ils ne purent voir, ce qui était enfoui dans des dossiers secrets depuis plus de 15 ans, c'est que cette femme discrète avait éliminé plus de cibles de grande valeur que n'importe quel tireur d'élite de l'histoire, avant que le gouvernement n'efface son existence de toutes les archives. Grand-mère avec un flingue, murmura quelqu'un en riant. Mais Whisper l'entendit clairement. Et après des années de silence, il était enfin temps de rappeler à ces gens ce qui arrive quand on se moque d'un fantôme. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking de Précision Elite, le stand de tir le plus prestigieux de Virginie. Une modeste Toyota Corolla bleue délavée s'arrêta, détonnant au milieu d'une rangée de Porsche, Range Rover et Tesla rutilantes. Au volant, Naomi Harris inspira profondément et ajusta son simple chemisier en coton. À 62 ans, ses cheveux aux mèches argentées encadraient un visage empreint de sagesse, ses mains stables malgré le temps. « Tu es sûre de toi, tante Naomi ?» demanda Alana, sa nièce, une journaliste au regard vif d'une vingtaine d'années, animée par l'ambition et le désir de justice. Ces gens peuvent être assez brutaux. Naomi lui offrit un sourire doux. Je suis juste là pour soutenir ton histoire, ma puce. Ne t'inquiète pas pour moi. À l'approche de l'établissement ultramoderne, dont l'architecture élégante de verre et d'acier brillait sous la lumière, les conversations s'apaisèrent. Les têtes se tournèrent. L'air intérieur embaumait l'huile à fusil, le cuir et l'eau de colonne onéreuse. Des vitrines présentaient des armes à feu personnalisées qui coûtaient plus cher que la maison entière de Naomi. Les abonnements débutaient à 50 000 $ par an. Mais Alana avait utilisé ses relations dans le magazine pour obtenir des laissez-passer temporaires. Eh bien, regardez ce que le vent a apporté, tonna une voix de l'autre côté du salon. Colt Reading, ancien Navy SEAL et actuel PDG de Redpoint Weapon Technology, s'avança vers eux. Son costume ajusté moulait sa silhouette musclée, et malgré son sourire, il n'atteignait jamais ses yeux bleus glaciers. À 45 ans, Colt était l'enfant chéri du complexe militaro-industriel, commandant des milliards de dollars de contrats gouvernementaux et jouissant d'une réputation de cruauté teintée de patriotisme. « Vous devez être la journaliste, dit-il à Alana, son regard s'attardant à peine sur Naomi. Un plus inattendu, ajouta-t-il en lui adressant un signe de tête. Alana se redressa. Ma tante est une passionnée. J'ai pensé qu'elle apprécierait de visiter votre établissement pendant que je travaille sur mon article sur l'accessibilité dans les espaces de loisirs haut de gamme. Colt haussa un sourcil. Passionné, hein? Son regard se posa sur l'étui en cuir usé que tenait Naomi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette antiquité, madame? Un héritage familial, répondit doucement Naomi. Avant qu'elle puisse s'exprimer, un cercle curieux commença à se former. Magnats de la technologie, généraux à la retraite, prédateurs de Wall Street, la haute sphère du pouvoir américain, tous se rassemblèrent, attirés par l'odeur du ridicule facile. C'est une Winchester modèle 70, dit calmement Naomi. Fabriquée en 1952. Un éclat de rire parcourut la foule. Et, Colt, lança un homme au visage rougeau en tenue tactique haut de gamme, tu crois qu'elle sait par où sort la balle? Le sourire de Colt s'élargit. Madame, nous avons des systèmes assez sophistiqués. Cible mobile thermosensible, simulation du vent, tout le tralala. Vous seriez peut-être plus à l'aise depuis la plateforme d'observation? L'expression de Naomi ne changea pas, j'aimerais essayer, si ça te va. Qui a donné une arme à grand-mère, murmura quelqu'un. Le visage d'Alana rougit, mais Naomi posa une main apaisante sur son bras, sa dignité discrète perturbant Colt plus que n'importe quelle réplique acerbe. Vos funérailles, dit-il en haussant les épaules. On organise un petit concours aujourd'hui. Direction la gamme premium. Le groupe franchit les portes de sécurité et pénétra dans un immense centre de tir intérieur, différent de tout ce que la plupart des civils avaient jamais vu. Des écrans numériques mesuraient les distances jusqu'à 1000 mètres. Des bras robotisés repositionnaient les cibles à intervalles aléatoires. Les tireurs portaient des lunettes de réalité augmentée leur fournissant en temps réel la vitesse du vent et des données environnementales.
L'élite s'est relayée. Un milliardaire du logiciel a obtenu un score de 8 sur 10 à 180 mètres avec un fusil à 15 000 $. Un gestionnaire de fonds spéculatifs ayant suivi une formation militaire a fait légèrement mieux. Colt lui-même a proposé un prototype de son entreprise d'un fusil semi-automatique qui s'adaptait au vent et au mouvement et a atteint un score de 9 sur 10 à 270 mètres. Pas mal pour un vieil homme, plaisanta Teil, provoquant des rires appréciateurs. Puis il se tourna vers Naomi. Voyons voir ce que grand-mère a. Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura Alanna. Je sais, répondit Naomi, ouvrant déjà son étui. Le fusil qu'elle dévoila était magnifique dans sa simplicité, pas d'électronique, ni de fioritures. Que du bois et de l'acier, polis par des décennies d'utilisation. La foule rit sous cap tandis qu'elle l'inspectait méthodiquement, chargeait une seule cartouche et s'avançait vers la ligne de tir. On a lancé un pari, a lancé Colt. 10 000 $, ça veut dire qu'elle ne touche que le sol. Naomi ne répondit pas. Elle regarda simplement vers le bas, porta le fusil à son épaule et resta immobile, aussi immobile que même la salle devint silencieuse. Sa respiration ralentit. 15 secondes passèrent. Puis 20. La foule commença à s'agiter. Un coup de feu retentit. Le craquement résonna dans tout le champ de tir. L'écran numérique s'est allumé, une cible parfaite à 400 mètres. Avant que quiconque puisse réagir, Naomi chargea une autre cartouche. Un autre coup. Un autre coup parfait. La chance du débutant, marmonna quelqu'un. Naomi chargea une troisième balle et ajusta légèrement sa visée à gauche. Colt rit. Correction en cours. J'ai dû tourner la page. Le tir craqua. Il heurta un piquet de déviation au bord du champ de tir, ricocha sur un autre piquet, puis un autre encore, pour finalement écraser un pigeon d'argile lancé en plein vol. Un silence s'abattit sur la salle tel un rideau. Naomi rangea calmement son fusil. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était douce, mais portait dans l'assistance stupéfaite. Merci pour cette opportunité. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Alanna se précipita pour la suivre, essoufflée. Où as-tu appris à tirer comme ça, demanda-t-elle en arrivant au parking. Le regard de Naomi fixait quelque chose de lointain, quelque chose qu'Alanna n'avait jamais vu auparavant. Ça fait un bail, dit-elle. Allons-y. Derrière eux, Colt Reading se tenait devant les portes vitrées, l'expression crispée par quelque chose de plus profond que la colère, une lueur de reconnaissance. Et peut-être de peur. Le trajet du retour se fit en silence. Alanna jetait sans cesse des coups d'œil à sa tante, la voyant désormais avec un regard nouveau. La modeste maison de Naomi était aussi sobre que d'habitude, photos de famille, meubles usés, petit jardin à l'arrière. Rien qui ne laissait penser à la femme qui venait de réduire au silence les meilleurs tireurs d'élite du pays. Je vais faire du thé, dit Naomi en accrochant sa veste au crochet. Tante Naomi, dit Alanna en posant son sac d'ordinateur portable, que vient-il de se passer là-bas? Naomi remplit la bouilloire avec calme et aisance. Tu voulais du contraste pour ton article. Je crois que tu l'as trouvé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, dit Alanna, assise à la table. Personne ne tire comme ça sans entraînement. Un entraînement sérieux. Les mains de Naomi s'arrêtèrent brièvement sur la boîte à thé. L'espace d'une seconde, Alanna crut percevoir quelque chose de la douleur, peut-être. Un bref souvenir. Tout le monde a un passé, ma chérie, dit finalement Naomi. Certaines parties de mon être sont plus discrètes que d'autres. Mississippi, 1973. La chaleur estivale pesait lourd sur Naomi, disant, tandis qu'elle se tenait en équilibre sur une caisse en bois, sur le porche arrière de la ferme de son grand-père. William Harris, un homme nerveux au regard bienveillant et aux mains calleuses, ajusta sa posture. C'est ça, mon petit. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la respiration. Naomi hocha la tête solennellement. Inspire à moitié, expire à moitié, puis retiens ta respiration. Bonne fille. Et le vent? Regardez les arbres. Si les feuilles bougent, la balle bouge. William ricana. Vive comme un roc, comme ta grand-mère. Il désigna une rangée de canettes rouillées le long de la clôture. Prends ton temps. Avec une arme, ce n'est pas la précipitation qui compte. C'est la patience. Naomi plissa les yeux vers le canon du vieux fusil .22, se fixant sur une boîte de haricots rouillés à 30 mètres de là. Elle respira profondément,
garda son calme et pressa doucement la gâchette. La bombe s'envola en arrière avec un bruit satisfaisant. Ping. J'ai réussi, grand-père. J'ai réussi, s'écria-t-elle en sursautant d'excitation. Bien sûr, répondit-il en lui ébouriffant les cheveux, la fierté dans les yeux. Mais souviens-toi de ce que je dis toujours, une arme n'est pas un jouet. C'est une responsabilité. Naomi hocha la tête solennellement et récita, et tu ne le pointes jamais vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de détruire. L'expression de William devint sérieuse lorsqu'il croisa son regard. C'est vrai. Un jour viendra peut-être où tu auras besoin de cette compétence pour nourrir ta famille ou te protéger. Mais je prie pour que tu n'aies jamais à l'utiliser pour autre chose que des boîtes de conserve et des cibles en papier. Des années plus tard, de retour dans le calme de sa cuisine, Naomi versa de l'eau chaude sur 2 sachets de thé. De la vapeur s'échappa entre eux, s'élevant comme les souvenirs qui reliaient les décennies. Grand-père m'a appris à tirer quand j'avais 10 ans, dit-elle doucement. Il était patient. Méthodique. Alana accepta la tasse d'un léger hochement de tête. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, commença-t-elle, c'était bien plus qu'un simple jeu de tir, tante Naomi. C'était un talent militaire. Naomi sirota son thé. J'ai servi. Tu le sais. Vous nous avez dit que vous étiez officier d'approvisionnement. 20 ans. Retraité avec le grade de sergent-chef. C'est ce que disent mes papiers de sortie. Quelque chose dans son ton fit se pencher Alana en avant, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea vers un petit bureau dans un coin et ouvrit un tiroir. Elle en sortit une coupure de journal jauni et la tendit à sa nièce. Le titre disait « Une jeune fille du coin étonne le concours de tir du comté ». La photo granuleuse montrait Naomi Harris, 17 ans, le visage sérieux, tenant un trophée. Ce concours a tout changé, murmura Naomi en se rasseyant. Un homme m'a abordé après. Cheveux en brosse. Posture impeccable. Il m'a dit qu'il était recruteur. Il m'a dit que j'avais un don à ne pas gâcher. Mississippi rural, 1980. Le champ de foire du comté était bondé de spectateurs et de concurrents lors du concours annuel de tir. Naomi, âgée de seulement 17 ans, se démarqua. Elle était l'une des 3 seules femmes en compétition, et de loin la plus jeune. « Tu es sûre d'être au bon endroit, ma fille ?» demanda un homme barbu en chemise de flanelle, la regardant avec scepticisme. Naomi ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et ajusta sa position sur la ligne de tir. Le parcours était difficile, des cibles fixes à différentes distances, suivies d'une série de cibles mobiles. 20 tirs au total. Lorsque les scores finaux furent comptabilisés, le commentateur parut stupéfait. Première place, Naomi Harris. Note, 98%. Alors qu'elle acceptait le modeste trophée, un homme de grande taille en civil s'est approché d'elle. « Je suis le capitaine James Miller », a-t-il déclaré. C'était un tir impressionnant, surtout venant de quelqu'un de votre âge. Il lui a tendu une carte. L'armée pourrait avoir besoin de talents comme le vôtre. Nous avons des programmes qui pourraient développer vos compétences. Naomi glissa la carte dans sa poche, sans y prêter attention sur le moment. Mais 3 mois plus tard, avec peu d'opportunités dans sa petite ville et une université hors de portée financière, elle appela le numéro. « Alors tu t'es engagé à cause de ton expérience de tireur ?» demanda Alana en posant sa tasse. « En partie, » répondit Naomi. « Mais aussi parce que je voulais plus que ce qui était accessible à une jeune fille noire du Mississippi rural en 1980. » Elle se tut alors, ses pensées s'éloignèrent. Alana, journaliste chevronnée, observait sa tante avec un vif intérêt. Elle pressentait une histoire plus profonde, plus vaste que ce à quoi elle s'attendait. Que s'est-il passé après votre enrôlement? Formation de base. Formation avancée. Puis école de tireurs d'élite même si à l'époque, on ne l'appelait pas ainsi pour les femmes. Alana cligna des yeux. Attends. École de sniper? Mais les femmes n'étaient pas autorisées à participer au combat. Pas officiellement, répondit Naomi. Mais officieusement? L'armée a toujours trouvé le moyen d'utiliser les talents quand elle en avait besoin, quelle que soit la politique. Alana prit son carnet, l'instinct s'emballant. Je veux comprendre, tante Naomi. Ça vous dérangerait que je consulte votre état civil? Une ombre traversa le visage de Naomi. Tu ne trouveras pas grand-chose. Pas dans les canaux officiels. La semaine suivante,
Alana se plongea dans les archives militaires, les bases de données et les faveurs de ses contacts. Ce qu'elle trouva ou plutôt ne trouva pas était troublant. Les dossiers de Naomi existaient, mais ils étaient minces au point d'en être absurdes. Des années entières étaient résumées en phrases vagues et uniques. Des distinctions étaient mentionnées, mais les détails étaient expurgés. Même sa dernière base, Camp Freeman, ne figurait sur aucune liste officielle. Quand Alana a apporté les résultats à Naomi, la femme plus âgée n'a même pas cligné des yeux. « Ils ont été minutieux », dit Naomi doucement. « Il fallait bien qu'ils le soient. »« Qui est-il » Alana insista. « Dans quoi étais-tu impliqué » Naomi se tourna vers la fenêtre et regarda dehors. Sa voix était calme lorsqu'elle parla enfin. « As-tu déjà entendu parler de Black Echo » Alana secoua la tête. « Bien, » dit Naomi. « Ça veut dire qu'ils ont fait leur travail. » Sa voix était devenue tranchante. Black Echo était une unité qui n'existait pas. Composée de soldats qui n'existaient pas, faisant des choses qui n'arrivaient jamais. Une unité d'opération secrète. Plus que ça, a-t-elle poursuivi. Nous étions celles qui suscitaient trop de controverses pour être reconnues. Les femmes, alors qu'elles n'étaient pas censées combattre. Les personnes de couleur, trop visibles pour les forces spéciales traditionnelles. Des personnes dont la seule présence remettait en question la politique militaire. Fort Benning, 1982. Naomi se tenait au garde-à-vous aux seules femmes et l'un des 3 seuls soldats noirs participant à un programme d'entraînement spécialisé. Elle surpassait systématiquement nombre de ses homologues masculins, mais elle était régulièrement ignorée. Ses compétences étaient négligées, son rôle limité au soutien jusqu'au jour où le colonel Raymond Jackson l'a pris à part. « Soldat Harris, dit-il doucement, votre dossier a été porté à ma connaissance. Je vais être franc avec vous. L'armée ne sait pas quoi faire de quelqu'un comme vous. » Monsieur, demanda-t-elle, incertaine. Une femme avec vos compétences crée des difficultés administratives, a-t-il déclaré. Certains pensent que vous seriez plus à même de rester dans un bureau. Le cœur de Naomi se serra, mais elle garda une expression neutre. Cependant, poursuivit Jackson, certains d'entre nous reconnaissent que le talent ne devrait pas être gâché par la politique. J'ai été autorisé à vous proposer une autre voie. Officieuse. Exigeante. Potentiellement dangereuse. Mais vos capacités seraient pleinement exploitées. Quel genre de chemin, monsieur ? Un poste qui n'existe pas officiellement. Vous seriez déployé sur des missions qui n'ont jamais eu lieu. Vos exploits ne seraient jamais reconnus publiquement. Il l'a étudié. La plupart des gens ont besoin de reconnaissance, Harris. De gloire. De reconnaissance. Si c'est ce que tu recherches, ce n'est pas pour toi. Naomi pensa aux paroles de son grand-père, à propos de la responsabilité, du but. Est-ce que j'aiderai les gens, monsieur ? Jackson hocha la tête. Comme peu d'autres le peuvent. Alors je n'ai pas besoin de gloire. Black Echo, expliqua Naomi à sa nièce aux yeux écarquillés, opérait à l'échelle mondiale, mais toujours dans l'ombre. Mission de sauvetage. Collecte de renseignements. Élimination de cibles. Quand les forces conventionnelles ne pouvaient intervenir pour des raisons politiques ou pour des raisons de déni où elles nous envoyaient. Combien de missions, demanda Alana, son stylo volant. Classifié. Pendant combien de temps ? 15 ans. Alana leva les yeux. 15 ans de missions qui n'ont jamais eu lieu. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. C'était le marché, dit Naomi d'une voix ferme. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Avant qu'Alana puisse en savoir plus, son téléphone vibra. Un courriel. L'objet était, à propos de Naomi Harris. Une photo floue était jointe, Naomi, une quarantaine d'années, en tenue de camouflage désert, tenant un petit enfant enveloppé dans une couverture. Derrière elle, de la fumée et des flammes s'élevaient d'un bâtiment. Son fusil était en bandoulière. Malgré le chaos, son expression était calme. « Qu'est-ce que c'est » murmura Alana en montrant l'image à sa tante. Le visage de Naomi se figea. Kandahar. 2004 Opération secrète. Libération d'otages. Elle prit une inspiration. Quelqu'un rompt le silence. C'est inquiétant. Qui a bien pu envoyer ça? Et pourquoi maintenant? Je ne sais pas, Naomi fixa l'image. Mais quelqu'un essaie de te dire quelque chose. Ailleurs en ville,
dans un élégant bureau en attique, Colt Reading visionnait, image par image, les images de surveillance du stand de tir. Il scrutait la technique de Naomi, sa respiration, sa précision, son contrôle. Relancer la reconnaissance, a-t-il ordonné à son chef de la sécurité. Monsieur, nous avons déjà essayé. Harris, Naomi. Sergent-chef. Armée américaine. Retraité depuis 2005. Logistique d'approvisionnement. Rien d'inhabituel. Des conneries, marmonna Colt en frappant du poing sur le bureau. Personne dans la logistique d'approvisionnement ne tire comme ça. Personne. Il plissa les yeux. Accéder à mes dossiers personnels. Opération Tempête de Sable, 2005. Référence croisée avec l'indicatif « Whisper ». Le chef de la sécurité hésita. Monsieur, ces dossiers sont scellés par directive du Pentagone. Le simple fait d'y accéder pourrait. Fais-le, c'est tout, aboya Colt, se retournant vers l'écran et figeant l'image sur le visage de Naomi, prise au milieu du tir ricochet. Je sais qui tu es, murmura-t-il à l'image. Je ne peux juste pas le prouver encore. Ce soir-là, alors que Naomi préparait le dîner, une simple enveloppe se glissa sous sa porte d'entrée. Sans adresse de retour. Sans inscription. À l'intérieur se trouvait une seule cartouche de fusil de précision longue portée. Dessous, une note manuscrite. Tu n'es pas le seul qu'ils ont essayé d'effacer. Naomi leva la balle à la lumière, les yeux plissés, l'examinant avec la précision de quelqu'un qui avait autrefois pris des décisions de vie ou de mort en silence. Ses mains, si sûres sur le champ de tir, tremblaient. Alana apparut dans l'embrasure de la porte, ayant aperçu l'enveloppe arriver. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Quelqu'un du passé » murmura Naomi. « Quelqu'un qui sait ce qui va arriver. »« Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va arriver ?» Naomi glissa la balle et le mot dans sa poche et répondit d'une seule voix, glaçante. « La guerre. » D'un genre très particulier. Elle se tourna vers la fenêtre de la cuisine et regarda le ciel qui s'assombrissait. Ils ont passé 20 ans à faire comme si je n'existais pas. Maintenant, ils vont se rappeler pourquoi. La remarquable performance de Naomi au stand de tir d'élite avait commencé à circuler dans certains cercles influents. Les rumeurs parvinrent jusqu'à Colt Reading, assis dans son élégant bureau, dominant les toits de Virginie. Sur son bureau se trouvait un dossier incomplet et frustrant sur Naomi Harris. « Monsieur, l'événement est confirmé pour samedi », annonça son assistant depuis l'entrée. Nous avons obtenu les droits de diffusion exclusifs via Battlesphere. Colt ne leva pas les yeux. Et notre invité spécial ? Madame Harris a reçu son invitation ce matin. Sa nièce a appelé pour confirmer sa présence. Un sourire froid courbait ses lèvres. Parfait. L'invitation que Naomi reçut était lourde dans sa main, un carton épais avec un gaufrage doré. Il s'agissait d'un concours de tir, vétéran au Nord, organisé sous prétexte de venir en aide aux soldats blessés. Son nom était inscrit comme invité de marque, honoré pour son service. Mais le véritable message se lisait entre les lignes. Les intentions de Colt Reading étaient loin d'être nobles. « Je n'aime pas ça », dit Alana en examinant la carte posée sur la table de la cuisine de Naomi. « Pourquoi t'inviterait-il après ce qui s'est passé ?» Naomi sirotait son café, le regard pensif. Soit pour se racheter, soit pour tendre un piège. Elle posa la tasse, d'un ton froid et certain. Probablement le deuxième. Alors pourquoi y aller ? Parce que parfois, dit Naomi, il faut déclencher le piège, pour démasquer le trappeur. L'événement était un véritable spectacle, organisé dans le centre d'essai privé de Redpoint Technologies. L'entrée était décorée de banderoles patriotiques et les logos des sponsors étaient omniprésents. Une foule raffinée d'élite se mêlait, champagne à la main, discutant d'armes avec un plaisir qui donnait la chair de poule à Naomi. Quand Naomi arriva avec Alana, les têtes se tournèrent. Les caméras cliquèrent. Colt s'approcha d'elle avec un sourire facile et une main tendue pour les caméras. « Madame Harris, je suis ravi que vous ayez pu être là », annonça-t-il d'un ton théâtral. « Nous sommes honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui un vétéran de votre calibre. » Naomi lui serra la main, son expression neutre. « Merci pour l'invitation, monsieur Reading. S'il vous plaît, appelez-moi Colt, dit-il en désignant un assistant qui s'avançait avec une boîte en bois poli. Nous vous réservons une place spéciale dans le programme d'aujourd'hui. Mais avant cela, nous aimerions vous offrir ce petit cadeau en guise de remerciement.
À l'intérieur de la boîte se trouvait un trophée étincelant avec une plaque sur laquelle on pouvait lire uniquement « En reconnaissance du service et de la participation ». Naomi l'accepta avec grâce, mais Alana remarqua le léger raidissement de sa tante à ce mot « participation ». Pas excellence. Pas compétence. Juste, présent. Et maintenant, a poursuivi Colt avec une chaleur théâtrale, nous serions honorés si vous démontriez votre expertise à nos invités et à nos téléspectateurs à la maison. Il fit un geste vers le champ de tir. Nous avons préparé un fusil spécial pour vous. Un technicien s'avança, présentant un élégant Redpoint Précision X9, la fierté de l'entreprise. Naomi prit l'arme, les yeux légèrement plissés. Elle était impressionnante. Trop impressionnante. C'est très généreux, a-t-elle déclaré. Rien que le meilleur pour nos vétérans, répondit Colt d'une voix douce comme la soie. S'il vous plaît. Le public vous attend. Le champ de tir était bordé de caméras capturant tous les angles. Un écran numérique marquait la cible à 500 mètres. Difficile, mais parfaitement à la portée de Naomi. Le silence se fit tandis qu'elle prenait place. Alana observait depuis le banc de touche, son instinct s'éveillant. Quelque chose clochait. Les sourires narquois des techniciens. L'enthousiasme dans les yeux de Colt. Naomi leva le fusil, ajusta sa position et tira. Elle a raté. Un murmure se répandit dans la foule. Elle s'adapta et tira à nouveau. Un autre raté, pire que le premier. Les rires fusèrent, s'intensifiant. Le sourire de Colt s'élargit. Peut-être que l'équipement moderne est différent de ce à quoi vous êtes habitués, a-t-il dit, sa voix suffisamment forte pour que la foule puisse l'entendre. Naomi examina le fusil, ses doigts parcourant le canon, vérifiant la lunette. Aux yeux de la plupart des observateurs, elle paraissait confuse. Défaite. Mais Alana y vit autre chose, une reconnaissance. Naomi a baissé le fusil. Merci pour cette opportunité, a-t-elle déclaré. Mais cette fois, la phrase fut accueillie avec dérision. Colt s'approcha et lui prit le fusil des mains. Laissez-moi vous montrer comment faire. Il a tiré 3 coups nets. 3 cibles. Les applaudissements ont éclaté. Ne vous sentez pas mal, dit-il avec une sympathie feinte. Ces systèmes sont conçus pour les professionnels. Les caméras ont filmé le silence de Naomi, sa supposée incompétence. L'image d'un vétéran humilié était déjà à la mode. Alors qu'il quittait l'événement, Alana était furieuse. Il t'a piégé. Ce fusil était truqué, n'est-ce pas? Le canon était décentré. La lunette était mal alignée, répondit Naomi en marchant calmement vers la voiture. Il faut le dénoncer. Je peux écrire. Non. Mais il t'a humilié. C'est devenu viral. Mamie avec un flingue. Qu'il rit, dit Naomi, aussi calme qu'une eau calme. L'arrogance rend les gens insouciants. Alana la regarda, incrédule. Comment peux-tu être aussi calme? Tu t'en fiches que des millions de personnes se moquent de toi. Naomi se tourna vers sa nièce. Son regard était d'acier. Ils ne comprennent pas que la guerre est plus silencieuse que cela. De retour à son bureau, Colt revoyait la vidéo, une certaine suffisance irradiant de lui. Son chef de la sécurité se tenait à proximité. Mission accomplie, monsieur. La vidéo fait du bruit. Sa réputation est ruinée. Colt secoua la tête. Ce n'était que la première étape. Si elle est bien celle que je crois, ça ne l'arrêtera pas. Ça ne la ralentira peut-être même pas. Et qui penses-tu qu'elle est exactement? Colt fit pivoter sa chaise et sortit un dossier classifié. Lors de mon dernier déploiement, des rumeurs circulaient au sujet d'un sniper. Indicatif, chuchotement. Pas de visage. Pas de voix. Juste un style caractéristique. Des tirs que personne d'autre ne tenterait. Les dirigeants ont dit qu'elle n'existait pas. Ils ont menti. Les yeux de Colt se rétrécirent. J'ai vu son travail. Congo. 2005. Tu penses que cette femme est ce sniper? Je pense qu'elle est la tireuse la plus meurtrière de l'histoire militaire moderne. Et si j'ai raison, la démasquer et l'éliminer publiquement consolidera la domination de Redpoint. Éliminer? Le chef s'agita, mal à l'aise. C'est le business, dit froidement Colt. Notre nouveau système d'IA a besoin d'une entrée en matière spectaculaire.
Quoi de mieux que de vaincre une légende? Le sniper fantôme, enfin révélé et surpassé. Il a fermé le dossier. Suivez-la. Je veux tout savoir. Cette nuit-là, Naomi se tenait dans son jardin. À 50 mètres de là, elle avait posé une tasse à café en céramique en équilibre sur un poteau de clôture. L'air nocturne était immobile. Elle leva sa vieille Winchester. Un souffle. Un coup. L'anse de la tasse s'est brisée, mais le corps est resté intact. À l'intérieur, Alana était au téléphone avec un colonel à la retraite, Marcus Mendoza, un homme qui avait travaillé en étroite collaboration avec les forces spéciales. Colonel, je fais des recherches sur une histoire d'unité non conventionnelle du début des années 2000. Le nom Black Echo vous dit-il quelque chose? Un long silence. Où as-tu entendu ce nom? J'enquête sur les antécédents d'une femme nommée Naomi Harris. Elle? Arrête. Pas au téléphone. On se retrouve demain. Willow Street Coffee Shop. 10 heures. Il s'arrêta. Et mademoiselle Jenkins, si Harris est bien celle que je crois, soyez très prudente avec qui vous parlez. Surtout si Colt Reading est impliqué. Tu connais Reading? Il la traque depuis des années. La ligne est coupée. Alana se retourna et trouva Naomi debout dans l'embrasure de la porte, un fusil à la main. Colonel Mendoza, demanda Naomi. Tu as entendu? Je l'ai fait. Naomi posa doucement son fusil. Il était l'un des rares à connaître la vérité sur Black Echo. Elle regarda par la fenêtre. S'il est prêt à parler, les choses sont pires que je ne le pensais. Alana la rejoignit, scrutant la nuit. Je ne vois personne. Une berline foncée. À 2 pâtés de maison. On y est depuis notre retour. Naomi s'éloigna. Fais ton sac. Juste l'essentiel. On part dans 1 heure. Où allons-nous? Un endroit où j'aurais dû retourner il y a longtemps. Le lendemain matin, dans un coin tranquille d'un café, le colonel Mendoza était assis, le dos droit malgré ses 70 ans. Ses cheveux argentés étaient coupés court, son regard scrutant constamment la scène avec la perspicacité d'un soldat toujours en alerte. Merci de m'avoir rencontré, commença Alana. Je ne suis pas là pour vous, dit Mendoza d'un ton neutre. Je suis là parce que si Naomi Harris revient sur le devant de la scène, il faut prévenir les gens. Averti de quoi? C'est ma tante. Armée à la retraite? Ta tante, interrompit Mendoza, est la personne la plus dangereuse avec laquelle j'ai travaillé. Et j'ai dirigé des opérations avec la Delta Force et la SEAL Team 6. Il s'est penché. Si elle est connectée à Redpoint, dites une chose à Colt Reading de ma part, si c'est Whisper, il n'est pas prêt. Qui est Whisper? Demanda Alana. L'expression de Mendoza se durcit. Un fantôme. 32 victoires confirmées à longue portée. Probablement le double de victoires non confirmées. Des cibles que d'autres snipers jugeaient impossibles. Il sirota son café. Après Congo, ses supérieurs l'ont enterré. Une femme au combat? Trop de questions. Trop de vérités qui dérangent. Que s'est-il passé au Congo? C'est confidentiel. Mais je dirais ceci, Colt Reading était là. Ces renseignements ont causé des morts. Whisper a sauvé qui elle pouvait. Alana se pencha en arrière, l'esprit en ébullition. Tu penses que c'est ma tante? Je ne pense pas, dit Mendoza en se levant. Officiellement, elle n'a jamais existé. Black Echo n'a jamais existé. Mais si Reading s'en prend à elle? Il a boutonné son manteau. Que Dieu l'aide. À une table voisine, un homme robuste en blouson de cuir semblait lire le journal. Mais son attention n'avait jamais quitté la conversation. Lorsque Mendoza sortit, l'homme le suivit de loin, regardant le colonel disparaître dans la rue avant de sortir un téléphone prépayé. Elle a refait surface, dit-il doucement. Et Reading la traque. La voix à l'autre bout du fil était rauque. Tu es sûr que c'est elle? Chuchote. C'est elle. Je la reconnaîtrai entre toutes. Quel est le jeu, ranger? Protéger et observer, dit-il. Je vous recontacterai. De l'autre côté de la ville, Naomi chargeait son SUV lorsque son téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Regardez l'annonce à midi. Les choses s'accélèrent. À midi précis,
Redpoint Technology a diffusé une vidéo promotionnelle soignée sur toutes les grandes chaînes. Colt Reading, en position de chef de l'État, se tenait devant un arsenal d'armes futuristes. Aujourd'hui, nous dévoilons l'avenir de la précision au combat, le système d'IA Aura 7. La caméra s'est tournée vers un élégant système de fusil monté sur un drone. Cette technologie révolutionnaire élimine l'erreur humaine et surpasse même les meilleurs tireurs d'élite. Pour le prouver, nous lançons un défi, la semaine prochaine, sur notre terrain d'essai en Virginie, l'Aura 7 affrontera les meilleurs tireurs d'élite du monde. Son regard s'est aiguisé, son ton s'est affiné. Nous accueillons particulièrement les vétérans dont les compétences sont peut-être passées inaperçues. Ce n'était pas seulement un défi. C'était une provocation. Une provocation publique visant directement Naomi, Whisper. Elle a regardé la vidéo en silence, puis a supprimé le message et a repris le chargement de la voiture. On part quand même, demanda Alana, valise à la main. Plus important maintenant que jamais. Ils roulèrent vers l'ouest, en direction des Blue Ridge Mountains. Au loin, la berline sombre les suivait. Au bout d'une heure, Naomi accéléra, fit un détour soudain par une petite ville et disparut sur une route forestière non balisée. En quelques minutes, leur trace était perdue. « Comment as-tu fait ?»« Peu importe, » murmura Alana en jetant un coup d'œil en arrière. « Tu vas me dire où nous allons ?»« J'espère qu'il existe encore un endroit, » a déclaré Naomi. La cabane émergea de la nature sauvage comme un souvenir. Construite en pierre et en bois vieilli, elle était à peine visible parmi les arbres. Un porche étroit surplombait la vallée. Les fenêtres étaient positionnées pour la défense, non pour le confort. « Quel est cet endroit ?» demanda Alana. « Maison sûre. » Black Echo en possédait plusieurs. Naomi a récupéré une clé sous une pierre dans l'allée. « Je ne suis pas venu ici depuis 15 ans. Espérons que ça marche encore. » À l'intérieur, la cabine était poussiéreuse, mais intacte. Naomi se dirigea directement vers une étagère et en sortit un exemplaire usé point l'art de la guerre, et révéla un clavier caché. Elle saisit un code. Une section du sol s'ouvrit, révélant une échelle. Allez. Ils descendirent dans un bunker climatisé. Les murs contenaient des armes dans des étuis verrouillés, des cartes, des photos et des dossiers confidentiels. Une station de communication s'alluma lorsque Naomi la mit sous tension. La bouche d'Alana s'ouvrit. C'était là depuis le début ? Black Echo travaillait hors réseau. Nous avions besoin de ressources qu'ils ne pouvaient pas nous refuser. Naomi ouvrit une armoire et en sortit un dossier marqué personnel classifié. Elle a étalé des photos sur une table. Mon équipe, dit-elle doucement. Ceux qu'ils ont effacés. Des visages se levèrent, hommes et femmes de tous horizons, chacun animé de la même intensité que Naomi. Alana les observa, reconnaissant le feu. Que leur est-il arrivé? Certains sont morts. Certains ont disparu. Certains ont été éliminés. Naomi a montré la photo d'un homme aux traits anguleux et aux yeux féroces. Thomas Reed. Indicatif, rangé. Meilleur observateur avec qui j'ai travaillé. Officiellement tué en 2006. Une autre photo. Maria Delgado. Chiffres. Communication. Accident d'entraînement. Un autre. James Wilson. Ombre. Infiltration. Suicide. Tu n'y crois pas. Je sais que ce sont des mensonges. Elle a sorti un autre dossier. Congo 2005. C'est là que tout a mal tourné. À l'intérieur se trouvaient des rapports expurgés et des comptes rendus de mission. Un nom griffonné à plusieurs reprises dans les marges, lecture du poulain. C'était notre agent de liaison avec la CIA. Il nous a fourni des informations sur un chef de guerre qui utilisait des enfants soldats. Mais c'était un mensonge. Ce chef de guerre était un agent du gouvernement. On nous a envoyés pour éliminer un leurre. Sa voix s'est brisée. J'ai désobéi. J'ai abandonné la mission. Je me suis attaqué aux enfants. Elle a fermé le dossier. Après ça, ils ont démantelé Black Echo. Ils nous ont effacés. Certains d'entre nous ont reçu de nouveaux noms. D'autres n'ont pas eu cette chance. De sa poche, Naomi sortit la balle qu'elle avait reçue. C'est le tour du ranger. S'il tend la main maintenant, ça veut dire quelque chose. Quoi? Naomi regarda dans l'obscurité, la voix basse et définitive. La guerre. Et cette fois, c'est Colt Reading qui est visé.
À la tombée de la nuit, elle avançait avec une efficacité silencieuse. Elle sécurisa le périmètre, installa des détecteurs de mouvement et prépara des positions de repli. Le vent soufflait dans les arbres comme des fantômes du passé revenant à la vie. Et dans la cabane, entourée de vérités enfouies et du poids de l'histoire, Naomi Harris Whisper se préparait à la guerre qu'elle savait venir. Elle était maintenant assise près de la fenêtre, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle, son fusil à portée de main. Alana travaillait tranquillement à la petite table de la cabane, les papiers éparpillés autour d'elle, essayant d'organiser les fragments du passé mystérieux de sa tante. « Pourquoi as-tu accepté de venir à l'événement de Reading » demanda Alana sans lever les yeux. « Tu savais que c'était un piège. » J'avais besoin de confirmer ses intentions, répondit Naomi, le regard toujours fixé à travers la vitre. Maintenant, je sais. Il veut me forcer à sortir, utiliser son IA pour me vaincre en public. Pourquoi? L'ego? Non. Des contrats militaires, répondit Naomi d'un ton neutre. Si son aura 7 surpasse le légendaire Whisper, toutes les agences de défense de la planète le voudront. Elle prit une gorgée de thé, les yeux plissés. Et aussi, la vengeance. Je l'ai humilié au Congo. J'ai révélé ses mensonges. Les hommes comme Reading n'oublient jamais. Un léger carillon rompit la tension. Naomi jeta un coup d'œil à son téléphone, puis se leva brusquement et s'éloigna de la fenêtre. « Éteignez les lumières » dit-elle d'un ton pressant. Alana obéit. La cabane sombra dans l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle. « Détecteur de mouvement. 3 déclencheurs à l'approche sud. Mouvement professionnel. » Naomi se glissa silencieusement vers son fusil et vérifia le chargeur. « Allez au bunker. Verrouillez la trappe. » « Je ne te quitte pas » protesta Alana. « Ce n'est pas un débat. » Bunker. Maintenant. La voix de Naomi était ferme, mesurée, définitive. À contre-cœur, Alana descendit l'étroite échelle et ferma la trappe. Par les aérations, elle écouta, le souffle coupé. Silence. Puis, un léger grincement venant du porche. La porte de la cabine s'ouvrit dans un grognement à peine audible. Des pas multiples, mesurés, entraînés. Une voix murmura, dégagez les coins. Elle est quelque part ici. S'ensuivit une violence chorégraphiée dans un silence quasi total. Un bruit sourd. Un halètement étranglé. Un corps qui s'effondre. Une brève bagarre, puis un craquement fracassant. 2 coups de feu étouffés, si étouffés qu'ils n'étaient guère plus que des toux. Puis le silence. 10 minutes plus tard, la trappe s'ouvrit en grinçant. Naomi descendit, une fine coupure au-dessus de l'œil, seul signe de la rencontre. « C'est sûr » dit-elle simplement. À l'étage, Alana trouva 3 hommes en tenue tactique, 2 inconscients, un visiblement morts. Naomi avait déjà commencé à fouiller leurs poches. « Des mercenaires » murmura-t-elle en sortant un téléphone satellite de la veste d'un homme. « Des entrepreneurs privés. Des gens chers. As-tu 2 inconscients. Un mort. Je n'ai pas eu le choix. » La voix de Naomi était dénuée d'émotion. Reading les a envoyés. Ils ont probablement reçu l'ordre de nous tuer si c'était facile. Elle déposa une note manuscrite sur la poitrine du chef d'escouade, mauvaise maison. La prochaine fois, je tire en premier. Nous devons déménager, dit Naomi. Cet endroit est compromis. Où? Plus loin dans les montagnes. J'ai encore un endroit. Elle fit ses bagages rapidement, ne choisissant que les documents, l'équipement et les fournitures indispensables. Le temps était compté. Alors qu'il chargeait la voiture, Alana regarda sa tante sous un jour nouveau, essayant de réconcilier la femme qui avait assisté à ses anniversaires d'enfance avec la force mortelle dont elle venait d'être témoin. « Combien de fois as-tu fait ça » demanda-t-elle alors qu'il s'enfonçait dans la forêt éclairée par la lune. « Fais quoi »« J'ai neutralisé une équipe tactique. Seule. Dans le noir. » Naomi resta silencieuse pendant un long moment. Assez de fois pour que cela ressemble à une mémoire musculaire. 3 heures et plusieurs détours plus tard, ils arrivèrent à une autre cabane, plus petite, encore plus isolée, nichée au bord d'un ravin. Invisible à moins de savoir précisément où regarder. La vue était dégagée dans toutes les directions et les issues multiples. Naomi balaya la zone, confirma leur sécurité et les fit entrer. Cachés derrière la cheminée,
Accessible en faisant tourner une pierre particulière, se trouvait une pièce secrète. Les archives de Naomi. Des médailles jamais décernées. Des photos de son équipe aux quatre coins du monde. Des journaux de mission manuscrits. Au cœur de tout cela, son arme. Un fusil de précision Macmillan TAC 338 personnalisé, entretenu avec amour. Voilà qui je suis vraiment, dit Naomi en regardant Alana examiner la pièce. Pas la tante qui t'a apporté des cadeaux. Pas le sergent bénévole à l'hôpital des anciens combattants. Le regard d'Alana s'est posé sur une photo de 5 soldats souriant sous le soleil brûlant du désert. Votre équipe? Que restait-il en 2004? Naomi a pointé du doigt. C'est rangé. Maria, James, Eric. Qu'est-il arrivé à Eric? Crise cardiaque. Il y a 3 ans. Un seul d'entre nous est mort naturellement. Elle se détourna de la photo et sortit une balle de sa poche, la même qu'elle tenait quand tout a commencé. Nous avons conclu un pacte après le Congo, a-t-elle déclaré. Si l'un d'entre nous était démasqué ou traqué, les autres viendraient. Mais après ce qui est arrivé à Maria et James, je pensais être le dernier. Avant qu'Alana puisse répondre, un bruit retentit, un véhicule approchait. Naomi se mit en position, fusil prêt. Une silhouette solitaire émergea des bois. Barbu, grand, se déplaçant comme un homme entraîné par l'armée. Le souffle de Naomi se coupa. C'est lui. OMS? Rangé. Elle ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis il dit doucement, chuchote. Tu es censé être mort, répondit-elle. Toi aussi. Ils n'échangèrent aucune étreinte. Pas de retrouvailles théâtrales. Juste une reconnaissance mutuelle forgée dans la guerre et le silence. À l'intérieur, Rangé fit un signe de tête à Alana. La nièce journaliste. Tu as été très occupée. Naomi le présenta. Thomas Reed. Ancien sergent-chef. Recruté par Black Echo. Maintenant simplement Rangé. Plus Thomas depuis 2006, dit-il en posant un dossier sur la table. À l'intérieur, photo de surveillance de Colt Reading, plan des installations de Redpoint, données sur le système Aura 7. Il a mis une prime sur ta tête, dit Rangé. 5 millions. Canalisation silencieuse uniquement. Si tu meurs pendant sa démonstration, la valeur d'Aura 7 double. Il en fait une affaire personnelle. Congo, acquiesça Naomi. Je suis la perle rare qui prouve tout. Ces décisions ont été prises à des niveaux supérieurs à moi. Tu veux dire Maria, James, l'accident d'entraînement et le suicide? Le général ne répondit pas. Ce silence était une réponse suffisante. Dites-le devant la caméra, général. L'Amérique mérite de savoir ce qui a été fait en son nom. Whittaker prit enfin la parole. Nous avons enterré Black Echo pour éviter un désastre médiatique. Il a hésité, puis a ajouté, et oui, certains opérateurs ont été neutralisés lorsqu'ils ont menacé de devenir publics. À la fin de l'entretien, Naomi tendit à Whittaker une clé USB contenant le dossier complet de la mission au Congo. Examinez votre conscience, général, dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Et décidez de quel côté de l'histoire vous voulez vous placer la semaine prochaine. De retour à leur base temporaire, une ferme isolée près d'Arlington, sécurisée grâce au contact de Mendoza, Naomi, Rangé et Alana ont consolidé leurs renseignements. Alana, examinant ses notes, a déclaré « Le témoignage de Whittaker complète le tableau. Avec l'histoire de Whisper et les témoignages des vétérans, nous avons de quoi démasquer toute l'opération. » Pas sans preuve, a averti Rangé. Un témoignage seul ne suffira pas contre quelqu'un ayant les liens de Reading. C'est pourquoi nous devons accéder à son bunker pendant l'exposition. Naomi leur a rappelé, les bandes analogiques sont la seule preuve irréfutable. Leurs préparatifs furent brusquement interrompus par l'approche d'un visiteur inattendu, un homme en tenue tactique se dirigeant vers la ferme, les mains bien visibles. Rangé prit position à une fenêtre à l'étage, fusil prêt. Naomi ouvrit la porte, son pistolet dissimulé derrière elle. L'homme se présenta. Marcus King. Ancien de Delta. Puis agent de sécurité privée. Reading m'a engagé pour vous retrouver. Naomi pencha la tête. Et te voilà, seul et exposé. Intéressante stratégie de carrière. Je sais qui vous êtes, dit King d'un ton neutre. J'étais à Kandahar en 2004.
Vous avez sauvé mon équipe lors de l'effondrement de l'école. Le commandement avait dit qu'aucun sniper n'avait été déployé ce jour-là. Je savais que c'était un mensonge. La posture de Naomi changea, pas tout à fait détendue, mais reconnaissante. Reading offre 5 millions pour votre emplacement, poursuivit King. Le double si vous êtes éliminé pendant sa manifestation. Et tu es là parce que je vous dois quelque chose et j'ai vu les opérations de Reading de l'intérieur. Il a un bunker de surveillance sous le bâtiment principal. Tout ce que Black Echo a fait y est enregistré sur de vieilles bandes magnétiques. C'est sa police d'assurance. Naomi hocha la tête. On sait. Mais ce que vous ignorez, ajouta King, c'est qu'il a accéléré le calendrier. La manifestation a été avancée à jeudi, et il a doublé la sécurité. Anciens opérateurs. Tous avec l'autorisation de tuer. Après le départ de King, qui leur avait offert un moyen de communication sécurisé, Alana parut mal à l'aise. Peut-on lui faire confiance? Nous allons vérifier l'information, répondit Ranger, déjà en train de scanner les données sur son ordinateur portable. Mais s'il a raison sur le calendrier, il faut accélérer. Le plan reste le même, dit Naomi en étudiant les plans. On s'infiltre pendant l'expo. Ranger accède au bunker. J'occupe Reading. Alana gère la diffusion des informations. Et la sécurité supplémentaire, demanda Alana. La voix de Naomi était d'acier. Ça veut juste dire plus de témoins quand la vérité éclatera. Ils pensent protéger Reading. Ils apprendront bientôt qu'ils protègent un criminel de guerre. Alors que les préparatifs s'intensifiaient, Ranger reçut un message de ses contacts à l'intérieur du complexe de Redpoint. Le système AUR7 avait été réinitialisé, purgé du cadre moral que Naomi avait téléchargé. Il est désormais programmé avec un profil cible unique, rapporta Théil d'un ton sombre. Chuchotement. Il a supprimé les protocoles de sécurité. L'IA est autorisée à utiliser la force létale sans confirmation humaine. Bien, dit Naomi doucement, vérifiant une dernière fois ses armes. Une IA n'a d'éthique que si elle est programmée. Laissons Reading révéler sa véritable nature au monde. La veille de l'exposition, Alana trouva Naomi seule sur le porche de la ferme, contemplant les étoiles. Sa tante paraissait fatiguée au pas physiquement, mais d'une façon profondément ancrée en elle, profondément ancrée dans son âme. Tu t'es déjà demandé à quoi aurait ressemblé ta vie si tu n'avais jamais rejoint Black Echo, demanda Alana, assise à côté d'elle. Parfois, dit Naomi. J'aurais pu avoir une famille. Une carrière normale. Moins de cauchemars. Elle sourit faiblement. Mais je n'échangerai pas ce que j'ai fait. Ces enfants au Congo seraient morts. Ces otages à Kandahar aussi. Une partie de votre liberté a été achetée grâce à mon anonymat. Cela ne me semble pas juste. Elle marqua une pause. La guerre l'est rarement. Naomi se tourna vers sa nièce. Quoi qu'il arrive demain, sache que je n'ai jamais été aussi fier que de te voir trouver cette histoire et chercher la vérité. Peu importe où cela te mènera. Même si j'ai été manipulé pour te dénoncer? Surtout à ce moment-là. Tu aurais pu t'éloigner quand la situation est devenue dangereuse. Tu ne l'as pas fait. Alana prit la main de sa tante. Et après, si on réussit? Je ne sais pas, admit Naomi. Je n'avais jamais prévu d'après. Le matin arriva. L'équipe était prête, communication vérifiée, armes préparées, déguisement en place. Ils se rassemblèrent une dernière fois avant de partir. La justice ne vient pas en morceaux, leur a dit Naomi. Alors que la Redpoint Expo ouvrait ses portes aux invités, une camionnette arriva à l'entrée de service. À l'intérieur, Ranger, déguisé en technicien, se préparait à infiltrer les niveaux inférieurs. Alana avait déjà franchi les contrôles de sécurité grâce à des identifiants falsifiés par le réseau de Mendoza. À l'autre bout de la ville, Naomi revêtit l'uniforme de la force de sécurité privée de Redpoint, obtenu grâce aux relations de King. Ses cheveux étaient coupés courts, son apparence légèrement modifiée. La sniper légendaire était redevenue invisible, cachée à la vue de tous. Dans sa suite privée, Colt Reading revoyait ses notes, ignorant que le fantôme qu'il tentait d'effacer avait déjà pénétré dans sa forteresse et démantelé l'empire bâti sur le mensonge. L'affrontement final était imminent. Le centre d'exposition brillait tel une forteresse de verre et d'acier. Des gardes armés, des scanners de reconnaissance faciale et des détecteurs de métaux contrôlaient chaque entrée. À l'intérieur,
les techniciens effectuaient les derniers réglages du drone R7, élégant, gris acier, suspendu au-dessus d'une scène circulaire. D'immenses écrans numériques simulaient des scénarios de champs de bataille où l'IA surpassait les tireurs d'élite humains. Colt Reading se déplaçait dans la salle tel un maestro, costume impeccable, l'attention enfouie sous une fausse confiance. Périmètre sécurisé, monsieur, a rapporté son chef de la sécurité. Aucun signe de Harris ou de son équipe. Elle viendra, répondit Colt en ajustant ses boutons de manchette. Elle ne résistera pas. Et si elle le fait? Le sourire de Colt était froid. Alors, Horacet aura droit à une démonstration en direct. À l'entrée des médias, Alana, se faisant passer pour Jennifer Carson, présenta son laissez-passer. Un scanner bipa. Elle était à l'intérieur. Vêtue d'un tailleur classique, les cheveux tirés en arrière, lunettes sur le nez, elle évoluait parmi la presse. Un stylo caméra était accroché à son revers et une vraie caméra était accrochée à son cou. Première fois à Red Point, a demandé un autre journaliste. Oui, répondit Alana d'une voix douce. J'ai entendu beaucoup de bien de leur nouveau système d'IA. Reading mise sur l'entreprise. Des milliards de contrats militaires reposent sur la démographie d'aujourd'hui. Alana hocha la tête et trouva son siège près de l'avant, les yeux rivés à la fois sur la scène et sur le couloir de service. Son téléphone vibra, en position. Le garde forestier était entré 30 minutes plus tôt déguisé en personnel de maintenance, se dirigeant vers le centre de service public et l'accès aux niveaux inférieurs. Naomi a dû faire face à l'infiltration la plus difficile. Reading avait ajouté des vérifications biométriques. La reconnaissance faciale la repérerait instantanément. 2 heures plus tôt, un camion de livraison avait livré des provisions. Cachée sous des cartons de café, Naomi s'était glissée par le quai de chargement. Vêtue d'un équipement tactique noir, une pièce d'identité volée accrochée à son gilet, elle sillonnait les couloirs de maintenance avec précision. La première phase avait commencé. Le garde forestier a rencontré des gardes au centre de service public. Mise à jour du système, dit-il en montrant sa fausse carte d'identité. La lecture ne veut pas de bug. Aucune maintenance prévue, a déclaré un garde en consultant sa tablette. Demande de dernière minute. Appelez si vous voulez. Mais si le flux tombe en panne pendant la démonstration de Reading? Les gardes échangèrent des regards. Faites vite, dit le garde supérieur en le faisant passer. À l'intérieur, Ranger s'est empressé de réagir. Branchant un appareil de Mendoza, il a accédé au système interne, il a désactivé les caméras de sécurité, a interpellé d'autres personnes et a déverrouillé l'ascenseur à accès restreint. Voie libre, murmura-t-il. Passage à la phase 2. Alors que Reading montait sur scène sous les applaudissements, Alana activa sa caméra et connecta son téléphone au Wi-Fi invité. Le programme d'infiltration de Ranger commença à pirater silencieusement le flux de la présentation. Tout en bas, Ranger atteignit la porte des archives. Un code à 6 chiffres, fourni par King, la déverrouilla. À l'intérieur se trouvait un coffre rempli de bobines de bandes analogiques. Les étagères étaient marquées par année et code d'opération. J'en suis, murmura-t-il. Tout est là. Il a localisé les dossiers Echo au Congo, Sandstorm et a utilisé un scanner pour les analyser. Puis, connectant un appareil au terminal obsolète, il a commencé à numériser certaines parties pour les transmettre.